Voilà, merci à Oudat Mama pour ces précisions qui vont nous permettre de recevoir notre tout premier invité sur ce plateau. Il a nom Niché Sopi, il est architecte urbaniste, paysagiste panafricain bontain. Monsieur Sopi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Haïtini. Alors, nous avons le Bénin comme beaucoup de pays africains. Hein, nous avons célébré récemment 60 ans d'indépendance, les indépendances, j'allais dire, je vais y arriver. Ces célébrations se succèdent dans plusieurs pays, je l'ai dit, Bénin, Côte d'Ivoire, le Tchad récemment. On nous a appris, on nous dit souvent que l'indépendance a été obtenue après des luttes, d'âpres luttes. Alors, comment se fait-il que tous ces pays-là, pratiquement, ont obtenu leur indépendance les uns à la suite des autres en août? Est-ce que le combat a été mené ensemble? Très bonne question. Je souhaiterais déjà dire bonjour donc au TEP à nos ancêtres et nos frères Kamites vivants, c'est-à-dire aux Africains qu'on a aujourd'hui qui poursuivent donc le combat panafricain. Ceci étant, oui, il faille poser cette question donc à nos ancêtres. 60 ans d'indépendance, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faille vraiment fêter quelque chose que nos ancêtres ne comprendront pas, puisque toutes les dates qu'on retient au niveau des batailles juste après le traité de Berlin, c'est-à-dire jusqu'après 1885, quand il fallait asseoir donc les premières prémices de la colonisation donc en Afrique, nos pères colons sont arrivés donc en 1889 et nous ont imposé une nouvelle vérité, une nouvelle donne, une nouvelle distanciation, justement, distanciation au niveau donc des différents pays qui devraient créer. Donc on va dire que depuis 1885, les pays donc ont été créés. Donc des pays en Afrique notamment, avec tout ce qu'on reconnaît aujourd'hui. Nos pères n'étaient pas d'accord, ils étaient contre. Il y a même des dates qui peuvent l'annoncer. Il y a des batailles depuis 1890 jusqu'en 1915, il y a eu plusieurs batailles. Au royaume Ashanti, il y a eu des batailles. Il y a eu des batailles d'Assini, il y a eu la bataille d'Adégon, il y a eu la bataille de Pouguessou, il y a eu la bataille de Sakete, il y a eu la bataille de Doba. Toutes ces batailles, c'était contre quoi? Contre le fait qu'on nous impose des nouveaux territoires, des nouveaux principes d'intangibilité des frontières et des belles identités. Il faut donc préciser, le fait de nous appeler Ivoiriens aujourd'hui, on s'est battu contre, on ne voulait pas ça. Le fait de s'appeler Dahoméen et plus tard Béninois, on s'est battu contre, on ne voulait pas ça. Le fait de s'appeler Burkinabé, donc à l'époque voltaïque, on s'est battu contre ça. Donc ces territoires n'existant pas, on s'est battu contre ça. On avait un seul territoire pour l'Afrique de l'Ouest. À l'époque, c'était le Ouagadou, qui est devenu l'Empire du Mali. Ensuite, qui s'est disloqué, qui est devenu maintenant le royaume aussi, le royaume d'Abomey, le royaume Ashanti, etc. Mais tous ces royaumes ont été disséqués et découpés. Donc il faut retenir que nous ne voulions pas de cette indépendance-là. Ce qu'aujourd'hui nous constatons, dans lequel nous vivons, ce pourquoi nous nous regardons en chien de faïence et nous inventons d'éventuelles identités pour préciser que le voisin est un étranger. Ça a été imposé en 1885 par le traité de Berlin avec Bismarck et ensuite en 1919 par le traité de Versailles. Donc pour moi, indépendance, ça n'existe pas. Et qu'est-ce qu'on célèbre alors tous les mois d'août? Nous célébrons la défaite justement de nos pères. Nous célébrons la défaite de nos pères. Vous voulez dire clairement que l'indépendance n'a pas été arrachée alors par les pays africains? Non, non. Bon, ça a été imposé. Voilà ce qui s'est passé réellement. Historiographiquement, il fallait, pour les Européens, quand ils sont arrivés en 1889, il fallait arriver à gérer un peu tous ces peuples-là qui ne voulaient pas justement de cette nouvelle indépendance-là. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Après le traité de Berlin, qui a divisé donc toute cette Afrique, quand eux ils sont arrivés, il fallait refédérer pour pouvoir administrativement avoir une mainmise sur tous ces peuples. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reconsidéré sociologiquement tout ce qui était à l'époque Empire du Mali, c'est-à-dire à peu près la moitié de l'Afrique de l'Ouest, et ils l'ont appelé l'AOF. Et pareil pour l'Afrique centrale, tout ce qui était à l'époque le royaume du Congo, qui représentait aujourd'hui, je pense, autour de 9 à 10 pays, ils les ont regroupés, ils l'ont appelé l'AEF. Donc la réalité réelle qu'on a aujourd'hui sociologiquement sur tous ces peuples, c'est qu'ils font un. La preuve, les Européens l'ont reconnu.
par le biais d'un certain, si je ne me trompe pas, Étienne Eugène, qui a donc créé ce qu'on appelle le discours de la perpendiculaire pour imposer donc maintenant tous ces peuples et créer justement un seul peuple qu'on appelait l'AOF. D'accord? Et lui, à l'époque, je crois qu'il était le président du parti des colonies en France. Donc, on est sur un fait, le constat, c'est qu'il y a l'AOF en Afrique de l'Ouest et l'AEF en Afrique centrale. Et c'est ce pourquoi on s'est battu. On voulait avoir l'indépendance de l'AOF et on voulait avoir l'indépendance de l'AEF. Et De Gaulle n'était pas pour qu'on ait cette indépendance. Mais en même temps, il fallait absolument qu'on ait la possibilité de pouvoir s'exprimer. Et à l'époque où nous étions des indigènes, sous justement le joug de la France, il fallait donc s'exprimer en tant que Français ou avoir donc l'indépendance de l'AOF. Et c'est là où De Gaulle a dit, ah non, puisque c'est comme ça, moi je ne peux pas naturaliser près de 300 à 400 millions de personnes. Au niveau des votes, je ne serai plus éventuellement président, c'est-à-dire que le prochain président serait forcément quelqu'un qui vient de l'extérieur. Donc ce pourquoi ils ont rapidement décidé de nous imposer cette nouvelle donne qu'on appelle aujourd'hui entre guillemets des indépendances, parce que nous on ne voulait pas justement cette indépendance-là disloquée. Bon, je vais très rapidement, il faut retenir ça. Donc, pendant qu'il y avait la guerre cette guerre d'indépendance depuis 1945 jusqu'en 1958, il y a eu 4 pays en Afrique de l'Ouest qui ont pris leur indépendance réelle. C'est le Sénégal, le Mali, et le Ghana et la Guinée. Le Ghana et la Guinée formaient un seul pays. L'indépendance réelle en 1958. Parce que eux, ils ont décidé de faire fi du principe d'intangibilité des frontières acquis depuis 1885 et réitéré depuis 1919, depuis le traité de Versailles. Ils ont fait fi donc de ces principes d'intangibilité des frontières pour aller sur différentes frontières. Parce que nous étions différents. Et c'est cette différence-là qui faisait que nous étions bloqués, en forme de bloc, qui a fait qu'aujourd'hui, ils sont arrivés à nous disloquer. Aujourd'hui, tout le monde se regarde en chaîne faïence et pense que l'autre est étranger, alors qu'il n'y a pas d'étranger réellement. Le fait qu'on soit devenu étranger date justement de ces dates-là. Il faut préciser ça. Donc, quand eux, ils ont décidé d'avoir leur propre indépendance, la Guinée et le Sénégal étaient un seul. La Guinée et le Ghana étaient un seul pays. Et Kwame Nkrumah, quand il y a eu le coup d'État au Ghana, a décidé de s'expatrier en Guinée. Ils ont fait un référendum pour qu'il soit président. Il a refusé. Ils ont fait un deuxième référendum pour qu'il soit vice-président. Et Kwame Nkrumah est mort en tant que vice-président de la Guinée. Voilà, c'est en cela qu'il faut comprendre le panafricanisme. Il n'existe pas des frontières entre nous. Elles ont été inventées depuis 1885 et réitérées depuis 1919 par le traité de Versailles. Donc aujourd'hui, un Burkinabé devrait se sentir sénégalais, un Sénégalais devrait se sentir béninois et un béninois devrait se sentir ivoirien, puisque ce sont des nationalités qui n'existent pas, qui ont été inventées. À quoi ça sert de se créer une nouvelle identité et de se regarder en chienne faïence? Donc pourquoi faire l'apologie de ces indépendances qui ne valent pas un clou? C'est la question que je me pose. Donc reposer cette question à nos ancêtres qui se sont battus, pour lesquels il y a eu des milliers et des millions de morts, pour ne pas qu'on se passe appeler Togolais, Dahoméens, Ivoiriens, Sénégalais, posez-leur la question si c'est cette indépendance pour laquelle ils se battaient. Si c'est ce pourquoi ils se battaient, mais il n'y avait pas besoin de se battre, puisque les Européens leur apportaient justement la division. Donc il y a comme une dichotomie dans notre entendement. Nous célébrons nos échecs tous les mois d'août, vous l'avez dit, ça veut dire que rien n'a bougé depuis 1960, nous avons obtenu entre griffes cette indépendance-là. Oui, il y a une évolution dans le mauvais sens du terme. Oui, on est devenu européen, on est devenu arabe, on est devenu indien, mais on n'est pas encore devenu africain. N'est-ce pas, Brice? C'est-à-dire? Tu as bien un prénom Brice. J'ai bien un prénom européen aussi. Donc on n'est pas encore africain. Donc il faut que la mentalité change pour qu'on construise l'Afrique. Le projet civilisationnel commence depuis l'époque. Quand on te parle de l'époque, on te parle de tout. On va pas parler de l'Égypte. Les gens vont dire ah non, c'est trop loin. On va parler de quoi? Des royaumes du Ghana, du royaume Ashanti. On va parler de quoi? Vous allez me dire encore que c'est trop loin. On va parler de quoi? On va parler de l'époque où les Français, où les Almoravides, où les Portugais décident de venir en Afrique. Mais là, on est déjà dénaturé. Donc, il faut revenir à nos bases. La France, aujourd'hui, dans leur code qu'ils annoncent, dans l'article qu'ils annoncent, dans leur loi, il y a certains articles qui datent du Code noir, qui sont encore dans la législation française. Ils sont dans une continuité civilisationnelle.
Pareil pour la Chine. La Chine, ils sont à leur 8e dynastie, la dynastie Xia, alors qu'il y avait une rupture avec les différentes religions, avec la révolution de Mao Tse-tung. Mais ils sont dans une continuité. En Chine, nous sommes en 8895, je crois. Chacun a sa date. On est dans une continuité civilisationnelle. Et l'Afrique, depuis l'arrivée d'abord des Almoravides au 7e siècle, c'est là où les Arabes arrivent en Afrique et changent la donne. Donc du coup, 1004, le roi Kosoï est décapité et toute la zone maintenant s'arabise, devient musulmane. Voilà pourquoi le royaume, l'empire du Mali a été desséqué et aujourd'hui on voit tous ces petits royaumes-là qui sont nés. Avec le royaume Ouagadou, l'empire du Mali, tout ça c'est desséqué. C'est à cause d'abord des Arabes. Et ensuite, quelques années plus tard, 1000 ans plus tard, il y a eu donc les conquistadors portugais qui ont fait aussi leur travail de désaliénation pour nous les Africains. Donc il n'y a pas eu de progrès. On se regarde tous en scène faïence, on s'élimine entre nous, on s'invective, c'est que de la méchanceté. Il n'y a rien qui est positif jusqu'à aujourd'hui. Alors vous pensez également que l'Afrique, elle dort davantage, qu'elle devra se réveiller? Oui, l'Afrique doit se réveiller par, je pense, tous les éléments constitutifs de la guerre contre l'afrocentrisme. Il faut être pour l'Afrique. Il faut être panafricain. Sinon, on ne peut pas construire l'Afrique. On ne peut pas être européen, on ne peut pas être arabe, on ne peut pas être autre pour construire l'Afrique. Donc, il faut comprendre ce que c'est que l'Afrique pour faire avancer l'Afrique. Donc, le problème, il est d'ordre culturel, il est d'ordre éducatif. Il faut qu'on comprenne qui nous sommes. Aujourd'hui, tout le monde a peur d'être africain. Tout le monde veut être européen ou arabe ou j'en sais quoi d'autre. Il faut être africain. Peut-être que dans une autre occasion, on aura le temps de développer exactement ce que c'est qu'être africain, mais pour le moment, on ne l'est pas. Le projet civilisationnel dans lequel on est dans le programme justement eurocentré. Toutes les politiques économiques que nous mettons en place aujourd'hui pour l'Afrique, c'est des politiques économique pour l'Europe. Notamment la Côte d'Ivoire, par exemple, puisque moi je suis d'origine côte d'ivoirienne. Pourquoi je dis côte d'ivoirienne? Parce que depuis 1985, Houphouët-Boigny, le père de cette nation, Côte d'Ivoire, qui a été créée donc par les Européens, a décidé que le nom n'était plus un nom, allait devenir un nom propre. Donc on ne dit plus Côte d'Ivoire de façon découpée, c'était Côte d'Ivoire annoncé comme un nom propre. Donc depuis 1985, on ne devrait plus dire ivoirien, on devrait dire Côte d'Ivoirien. Comme exactement aux États-Unis, un Américain, ce n'est pas celui qui vit aux États-Unis d'Amérique, c'est un États-Unien. Et un Américain, il vit dans le continent américain. Donc nous, on est Africains, oui, mais je suis Côte d'Ivoirien. Soi-disant, selon les codes donc, de 1885. Donc justement, cette Côte d'Ivoire-là produit quoi? Du cacao. Le cacao appartient à qui? On n'est pas premier producteur de cacao en Côte d'Ivoire. Le premier producteur de cacao, c'est Cargill, c'est moi, c'est Carigalbo. C'est des structures qui ont planté le cacao en Côte d'Ivoire. Nous, on est là juste pour la main-d'œuvre. Le premier producteur de cacao, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire récolte simplement certains droits de sortie, notamment le DUS, le droit unique de sortie. Point final. Tout le reste, c'est de la production européenne. C'est eux qui produisent, c'est eux qui consomment. Donc, pour développer l'Afrique, il faut qu'il y ait des concepteurs et des acquéreurs à l'intérieur de son écosystème. Une activité que nous consommons nous-mêmes, in fine. Premier pays le plus puissant à l'époque de 1450, c'était le royaume du Congo. Qu'est-ce qu'il produisait? De l'igname. La preuve aujourd'hui, c'est la fête des ignames. Ils produisaient donc de l'igname. Ils étaient autour, je crois, de 15 000 tonnes d'igname par an. C'était la puissance mondiale à l'époque. Louis XIV avait fait venir des sbires pour imiter leur système féodal. De 6 mois, ils sont restés plus de 4 ans pour comprendre un peu comment ça fonctionnait à l'époque de Luango. Donc vous comprenez quelque part qu'il faut se lancer dans le vivrier où nous sommes concepteurs et nous sommes acquéreurs. Donc on ne peut pas se lancer dans une production qui est demandée par l'extérieur. Comment nous allons créer notre économie? On peut tout de suite créer une inflation ou dévaluer même notre monnaie si on a une production qui est demandée par l'extérieur. Sur les chambres de la SCTMA, quand on présente notre produit, on le présente avec notre devise. Sur les chambres de la SCTMA, s'ils veulent déprécier tout de suite notre devise, ils ne l'achètent pas. Il la laisse choir 2, 3, 4 semaines et automatiquement quand elle se déprécie, là ils la mettent en vente, ils l'achètent. Donc les produits que nous vendons, c'est des produits que eux ils demandent. C'est des produits qu'eux, ils demandent. Donc, s'ils ne demandent pas ces produits juste par système de levier pour faire baisser justement notre devise, qu'est-ce que nous on fait? On ne peut même pas avoir une indépendance économique. Parce qu'il faut avoir une indépendance maintenant de l'activité elle-même commerciale. Mais on ne l'a pas. On ne dépend que de l'activité de l'extérieur. Matière première, c'est demandé par l'extérieur, c'est planté par l'extérieur, on est juste que la main d'œuvre. Et puis pour les restes, c'est quoi? Il n'y a rien d'autre, puisqu'on ne s'entend pas.
Donc revenons à nos fondamentaux, qui est l'Afrique. Pensons Afrique, réfléchissons Afrique, posons Afrique. On n'a pas besoin de courir après qui que ce soit. Chacun son rythme. Comment revenir à ces fondamentaux? Comment doit s'effectuer cette prise de conscience, ce réveil? Éducation. Par l'éducation. Maintenant, qui entame l'éducation, en général, c'est ceux qui sont à la magistrature suprême, qui donnent un bon coup. Aujourd'hui, moi, je suis très content quand je vois à peu près la politique du président Talon, qui met en exergue la culture vaudou, qui demande à l'Europe de faire revenir tous nos vestiges, qui en même temps, il n'y a pas que la culture vaudou, parce que vous me direz, là encore on est dans le folklore. Non, pas du tout. Ça portera ses fruits plus tard. Mais en même temps, quand on regarde un peu sa politique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une décentralisation pour qu'on fasse moins de dépenses au niveau même des élections. À quoi ça sert chaque 2-3 semaines, chaque mois, d'inventer des élections municipales, des élections pour les députés, législatives, des élections présidentielles, des élections communales? À quoi ça sert tout ça? Mais imaginez-vous que tous ces pays en Afrique ont 200, 300, 400, 1000, 2000, 10 000 maires, 50 000, je ne sais pas, présidents d'institutions. Mais ça fait une masse salariale incommensurable. C'est en cela que l'Afrique perd. Donc déjà, il faut qu'on ait cette conscience-là et donner de la valeur à tous ceux, même si pour le moment c'est impopulaire, mais il faudrait que les intellectuels, comme vous, comme moi, puissent relayer justement les efforts que ce type de présidents font. C'est-à-dire, on va éduquer la population. Eux, ils n'ont pas tous les jours besoin d'aller au pinacle et puis expliquer à la population ce qui se passe. Nous, on va relayer ça. Ils sont en train de faire un travail très bon. Derrière, il faut qu'on accompagne, même si aujourd'hui c'est dur, même si c'est impopulaire, mais ça porte ses fruits. Dans ce sens-là que je voudrais louer vraiment l'action du président Talon pour tout ce qu'il fait pour en tout cas cette partie-là de l'Afrique. Je ne souhaiterais même pas annoncer même Bénin parce que pour moi, je considère que je suis du côté du royaume d'Abomey. Voilà. Nous sommes pratiquement au terme de nos échanges. Vous êtes africain, Côte d'Ivoirien, comme vous le dites, c'est bien. Comment suivez-vous l'actualité politique en Côte d'Ivoire avec l'annonce du troisième mandat d'Alassane Ouattara? Oh là, c'est une question que je voulais éviter, mais apparemment, c'est pas trop le choix. C'est compliqué parce que si on a bien écouté mon discours depuis le début, c'est exactement ce que l'Européen a souhaité qui se reflète en Côte d'Ivoire. C'est vraiment une vraie étude de cas qu'il y a en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on considère qu'un étranger veut être président en Côte d'Ivoire. Mais qui a dit que c'était un étranger? Ce n'est pas la loi que nous, on va créer. C'est la loi qui a été créée depuis le principe d'intangibilité des frontières de Berlin en 1885. Donc, à partir de là, on suit donc le programme de qui? Le programme du Locoderm ou le programme lui-même de l'Africain? Alassane Ouattara n'est pas un étranger. On a été découpés tous. Donc, maintenant, si on veut parler du troisième mandat. Ça encore, c'est circonstanciel. Parce que moi, je peux vous citer, au moins, sur les 189 pays dans le monde, je peux vous en citer 100 qui ont une mandature illimitée. Il y a le Maroc en Afrique, il y a le Lesotho, en Europe il y a l'Allemagne, il y a l'Angleterre, il y a la Belgique, il y a tous les pays de Scandinavie, il y a le Nicaragua en Afrique du Sud. Il y a près de 100 pays qui n'ont pas justement de problème de limitation de mandature. Mais la problématique qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est que oui, il faut y passer le relais, il faut que les jeunes puissent pouvoir proposer aussi leur expertise. Donc, en cela, on ne peut pas confisquer le pouvoir. Oui, j'ai compris. Mais il y a un sérieux problème en ce moment en Côte d'Ivoire. Les trois belligérants, on les a déjà vus au pouvoir. Alassane Ouattara, on sait ce qu'il a fait, le président. Bédier, on sait ce qu'il a fait aussi. Gbagbo Laurent, on sait ce qu'il a fait. Donc, vous souhaiterez que Bédier revienne, ou que Gbagbo revienne, ou que Alassane reste pour faire ce qu'ils ont déjà fait. Donc, on compare simplement. Vous souhaitez quoi? Que la jeunesse prenne la relève? Que la jeunesse prenne la relève. Donc, in fine, moi, ce que je souhaite, que tous les trois puissent se réunir à Bruxelles et décider de choisir quelqu'un parmi les jeunes et puis faire booster les choses. Parce qu'on est un et indivisible. Ce n'est pas un problème ivoirien ou côte d'ivoirien, c'est un problème de toute l'Afrique. Donc aujourd'hui, si on se bat en Côte d'Ivoire, ce n'est pas lié justement aux invectives des uns ou des autres. Non, c'est lié directement au projet, au programme du traité de Berlin en 1885 et le traité de Versailles qui a été entériné en 1919. Donc il faut que vous compreniez ça. Vous n'êtes pas étrangers des uns des autres. On a besoin de développer
l'Afrique et il nous faut des hommes vaillants, capables, des hommes. Il faut aller au travail, il faut avoir l'intelligence d'aller à l'apaisement pour pouvoir justement développer cette Afrique-là. Merci, Monsieur Niché Sopi. Vous êtes, je rappelle, architecte urbaniste, architecte paysagiste panafricain. Nous aurons d'autres occasions pour vous écouter. Merci d'être passé sur le à 19h30. Je vous raccompagne avec cet élément sur les manifestations déjà en Côte d'Ivoire. L'appel à manifester de l'opposition qui a pris corps cette semaine, déjà c'est mort.